wagon. Là, c'est coupé, ma fille, là. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier les collègues du DEI de m'avoir conviée pour partager aujourd'hui ma pratique auprès de vous. Je vais vous parler d'une expérience de musicothérapie groupale en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le groupe comme lieu d'accueil, justement, miroir sonore de la place que l'on prend, de la place que l'on nous donne. Selon France Terre d'Asile, la population accueillie en centre d'accueil pour demandeurs d'asile présente un risque accru de détresse psychologique, voire de troubles psychiatriques. Il est souvent difficile pour ces personnes de demander de l'aide, la barrière linguistique étant un facteur aggravant. D'après le ministère de l'Intérieur, l'asile est la protection qu'accorde un État à un étranger qui est ou qui risque d'être persécuté, que ce soit par les autorités de ce pays ou par les acteurs non étatiques. Selon Amnesty International, un demandeur d'asile est donc une personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n'a pas encore été reconnu comme réfugié. Dans ce contexte, le demandeur d'asile est convoqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc l'OFPRA, afin de présenter les motifs de sa demande. Celle-ci sera alors rejetée ou acceptée. Nous aborderons comment la musicothérapie peut venir soutenir les personnes en demande d'asile en créant des liens relationnels, verbaux et non-verbaux, à travers le jeu spontané, en accueillant leur expression et leur identité sonore, en soutenant leur narcissisme à leur rythme. Nous présenterons l'évolution de Monsieur K au cours de 10 séances de musicothérapie groupale. Nous illustrerons le concept de malentendu du traumatisé, développé par le docteur Lassagna, de l'inconfortable discrétion solitaire au plaisir partagé du djembé. Le contexte. Donc, suite au confinement de 2020, le CADA souhaite proposer des espaces d'accompagnement en lien avec la santé mentale. Dans ce cadre, il sera proposé aux personnes accueillies un espace de musicothérapie sur une durée de 10 séances sur la période de février à mai 2022. Le groupe est semi-ouvert et se déroule dans une pièce de 20 mètres carrés. En moyenne, 4 personnes participent à ces séances, de 2 à 8 personnes. L'espace peut vite sembler étroit et l'isolation phonique est poreuse. Nous sommes masqués et devons veiller à la distanciation sociale. Nos échanges verbaux entremêlent différentes langues. Je me trouve ainsi dans une position de dépendance pour me faire comprendre et pour comprendre le discours de l'autre. De façon horizontale, nous nous aidons des capacités de chacun ou encore des outils numériques pour traduire les échanges. Je partage ainsi les contraintes qu'ils rencontrent quotidiennement. Problématiques identifiées. La demande d'asile peut générer des difficultés à se projeter et à créer des liens. Les demandeurs d'asile sont dans un processus d'adaptation constant, faisant suite à un parcours complexe de déracinement matériel et affectif, souvent traumatique. De plus, du fait de leur parcours auprès de l'OFPRA, leur récit de vie se trouve sans cesse questionné et objectivé. Celui-ci doit correspondre de façon insidieuse aux critères d'accès au statut de réfugié. Dans ce contexte, d'isolement, de perte de repères et de barrières linguistiques peut s'installer un sentiment d'impuissance et d'échec. Les demandeurs d'asile se trouvent alors en situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous fixerons les objectifs suivants. Créer des liens relationnels dans un espace sécurisant et renarcissisant, tout en veillant à l'autonomie de la personne. Dérouler des séances. Chaque séance dure 1h30. Une chanson d'accueil où chacun est nommé par son prénom introduit les séances. Puis, chaque personne choisit une carte du Dixit, jeu réunissant différentes illustrations poétiques, et s'exprime à ce sujet. S'ensuit une mise en mouvement corporel à partir des propositions musicales des participants. Nous nous synchronisons alors au mouvement proposé par la personne. Nous poursuivons par 2 communications sonores et des échanges verbaux. Enfin, les participants choisissent de nouveau une carte du Dixit et étayent leur choix.
Nous terminons par la chanson rituelle du au revoir. Je vais vous parler de l'évolution de Monsieur K au cours de ces 10 séances. Monsieur K est un homme d'une quarantaine d'années originaire du Tchad. Il est francophone et a un diplôme d'ingénieur dans son pays. Au cours de la séance 1, je rencontre un homme introverti dans la rencontre, très observateur qui garde son manteau. Suite à la première communication sonore, il pourrait exprimer le sentiment de ne pas s'entendre, de se sentir écrasé par le djembé. Monsieur K prend soin de nommer l'instrument qui l'a dérangé et non son interprète. Au cours de la seconde communication, le groupe semble avoir entendu la demande sous-jacente de Monsieur K et adapte son niveau sonore. Monsieur K exprime avoir davantage apprécié cet échange malgré le fait de ne toujours pas s'entendre. Au cours de cette séance, il choisit la carte du Dixit, donc de la clé. Il dira chercher la clé pour ouvrir un trésor caché. Donc on voit qu'il faut d'abord chercher une clé pour ensuite chercher un trésor. Séance 2. Je m'aperçois que j'ai oublié le djembé comme un acte manqué. Le contre-transfert semble déjà opérant. Rappelons que l'autonomie de chacun est à soutenir et que ce n'est pas en aménageant l'espace que je les responsabilise dans la capacité à laisser advenir un changement. Suite à l'échauffement, M. K exprime que le rythme de la respiration et des battements de son cœur lui évoque le sang qui coule dans ses veines, la vie. Au cours des mises en mouvement de synchronisation, il défait son manteau. S'ensuit le temps de communication sonore. M. K semble dans sa bulle, la tête baissée. Malgré l'absence du djembé, il exprime de nouveau le fait de se sentir écrasé. Seconde communication, le groupe adapte de nouveau son niveau sonore. Monsieur K tente de produire un rythme vainement. Il dira ensuite qu'il ne perçoit pas de communication, qu'il ne se sent pas entendu cette fois-ci. Notons que jusqu'alors, Monsieur K joue de façon discrète des instruments peu sonores. Sur la carte du Dixit du début de séance, il décrit une personne impuissante et malheureuse du fait de ses problèmes. En fin de séance, il choisit l'horloge. Il dira « Le temps qui passe peut annoncer une bonne nouvelle ». Nous pouvons hypothétiquement percevoir le caractère projectif de ces cartes et apprécier un changement de positionnement, du sentiment d'impuissance à l'espoir d'un changement supposé. Séance 3. Monsieur K semble plus à l'aise pour trouver une place. Il dira que jusque-là, il n'avait pas été concentré à l'autre. Aujourd'hui, il comprend mieux ce que l'on fait ensemble, un travail de mémoire et de concentration. Monsieur K semble percevoir des changements internes et rationaliser ses effets dans un registre cognitif, mettant ainsi l'aspect relationnel à distance. Il persiste de nouveau dans un positionnement en retrait par rapport aux autres, dans le sonore. En début de séance, il décrit sa carte. Une femme, les yeux bandés, a des problèmes. Elle a la clé, mais elle ne peut pas s'en servir, comme emprisonnée. Cette carte semble être la continuité des 2 premières séances. La clé est trouvée, pour autant elle ne suffit pas à sortir de l'emprisonnement, de l'impuissance. À la fin de la séance, il choisit la loupe et il dira « Parfois, de petites choses peuvent changer l'avenir ». Séance 4, Monsieur K est absent. Séance 5, il choisit le djembé et propose des rythmes. Il dit « Le rythme permet d'être ensemble. Quand on est dans une bulle ensemble, on se sent libre d'explorer, on ressent la confiance. » Monsieur K n'exprime pas sortir de sa bulle, mais la partager avec les autres. Lors du choix des cartes, il dit « Il faut résoudre le problème, il faut être le meilleur dans la compétition. » J'entends alors la possibilité pour Monsieur K de sortir du sentiment d'impuissance. Seront développées au sein du groupe la question de la compétition et celle de la collaboration. Pour résumer cette séance, Monsieur K se redresse, il choisit le djembé, il mène le groupe au cours des communications sonores en proposant des rythmes. Il exprime la possibilité de partager sa bulle, d'être ensemble. 6, 7 et 8, les séances, il sera absent. Séance 9, Monsieur K évoque de nouveau se sentir dans sa bulle et il ajoute avoir besoin de l'autre. Il propose une mise en mouvement corporel sur Waka Waka de Shakira. Il dira souvenir de la Coupe du Monde en Afrique, mêlant ainsi de façon métaphorique la question de la compétition et de la collaboration,
nous pouvons entendre la question identitaire qui à la fois lie et sépare. Au cours des communications, il montre du plaisir à jouer du djembé et à partager des rythmes avec les autres. En début de séance, il choisit la carte d'un téléphone, exprime le fait qu'il est en attente d'une nouvelle de l'extérieur, dans une position passive. En fin de séance, il choisit la carte d'homme relié par des chaînes, se tenant dans les bras. Il dira: il faut communiquer pour être ensemble dans les problèmes, se soutenir collectivement en communiquant. Il passe alors de l'expression d'un sentiment d'isolement et de passivité en début de séance à l'expression de la nécessité de se montrer actif de façon groupale lorsque l'on traverse des difficultés. Séance 10, il dira au cours du bilan: la musicothérapie m'a permis de me détendre et d'oublier certaines choses, de combattre le stress et de me donner le goût à la vie, exprimer ce que je pense et le partager avec les autres. Discussion. Dans leur livre, le groupe thérapeutique publié en 2014, Edmond Marc, docteur d'État en sciences humaines et professeur émérite en psychologie, et Christine Bonal, psychanalyste intégrative, élaborent le concept de place. Celle-ci indique un positionnement dans une topologie relationnelle. Elle différencie, identifie et nous situe dans un ensemble. Elle nous renvoie à une hiérarchie sociale, mais également à un ordre symbolique et subjectif. La place a une signification paradoxale, proche de celle de l'identité. Dans un même mouvement, elle isole, sépare les individus et elle les relie puisque les places n'ont de valeur que les unes par rapport aux autres. À travers ce parcours de musicothérapie, nous pouvons apprécier l'évolution de M. K concernant la place qu'il investit au sein du groupe et le lien qu'il entretient avec celui-ci. Dans un premier temps, M. K pouvait évoquer un sentiment de désespoir dans une position passive d'isolement. En parallèle, il dit ne pas s'entendre, ne pas être entendu et persiste dans une interprétation et un choix d'instruments qui viennent renforcer ce sentiment. Il dit se sentir mieux dans le rythme, mais n'en produit pas. C'est comme si rien ne devait changer dans cet inconfort, ou encore comme si l'essence de sa question subjective se trouvait dans cette mise en acte. Freud évoque que si le moi répète, c'est dans un effort de symbolisation. Rappelons que selon Lacan, le traumatisme vient faire trou dans le symbolique. Ce trou peut donner un trou dans la chaîne signifiante et un manque dans la possibilité d'élaborer et de trouver une signification. Parallèlement se pose la question du fantasme inconscient. Pourquoi reste-t-il à l'endroit de ne pas être entendu, scénario imaginaire constitué comme vérité dont il a du mal à se décaler? Dans son texte, Les malentendus du trauma, publié dans La cause du désir en 2014 par Philippe Lassagna, psychiatre et psychanalyste, est écrit: le traumatisé du monde moderne est un traumatisé du malentendu. Il est un effet du malentendu entre les hommes, la guerre, la violence, mais pas seulement. Ce qui est sans doute lié au fait que le réel ne peut pas faire l'objet d'une convention, d'une reconnaissance stable. L'ordre symbolique est un désordre symbolique. Et le sujet contemporain s'éprouve comme un malentendu. Il est celui que l'on n'entend pas dans la mesure où il veut être reconnu justement là où la parole défaille. Comment, à partir de cette pensée imaginaire, ne pas être entendu qui guide son action, l'émergence d'un peu de symbolique a permis de décaler ce scénario? Comment, en intégrant du symbolique sur l'imaginaire, les choses ont pu se remanier pour lui au sein des séances? Monsieur K sort progressivement de son schéma de répétition à travers une position active. Il exprime un besoin de collaborer tout en faisant des propositions musicales fédératrices. Il propose des rythmes avec le djembé, celui-là même qu'il écrasait au cours de la première séance. Il exprime l'importance du langage, de communiquer avec les autres auxquels il s'identifie. Il se fait entendre du groupe, le perçoit et en tire un plaisir relationnel dans une certaine réciprocité. Il serait intéressant de poursuivre cette réflexion en lien avec la question de l'intégration, de la difficulté de se sentir exister comme identité dans un parcours de demande d'asile au sein de la société française. Enfin, il m'aura fallu rester attentive à mon contre-transfert, ne pas chercher à combler de façon illusoire et artificielle les trous des manques exprimés, laisser cheminer cet homme à travers la répétition de sa question subjective et laisser advenir un changement potentiel à son propre rythme. Ainsi, ne pas tenter de clarifier le malentendu. Je ne sais pas s'il me reste 1 ou 2 minutes. Par rapport à ce qui a pu être évoqué hier, je me suis rendu compte que le corps était un grand absent de cet écrit, tandis qu'il était très présent finalement au sein des séances. Dans le trauma, parfois on n'a pas les mots et puis parfois on n'a pas non plus le corps.
Et ça peut, oui, c'est ça, dans une position un petit peu dépressive. Monsieur K, au début de l'accompagnement, il a évoqué les battements de son cœur, donc le rythme, et le sang qui coule dans ses veines. Et moi, au cours de cette même séance, dans mon petit carnet, j'ai écrit qu'il tentait vainement de produire des rythmes. Je me dis qu'il y a quelque chose qui doit se jouer à cet endroit-là. En tout cas, je trouve intéressant de voir comment la musicothérapie, elle permet d'accompagner les personnes à se mettre en mouvement du côté du pré-symbolique et comment ce mouvement, il nous met aussi en vie. Comment dans ce mouvement, et aussi une fois que ce mouvement est installé, qu'avec l'accès à l'imaginaire, on puisse accéder à la métaphore, et comment, à partir de cette métaphore, on peut se retrouver finalement du côté du langage désirant et du côté de l'élan de vie. Comment il faut un corps pour pouvoir finalement penser, je ne sais pas si c'est bon, ok. Comment... Mais en fait, j'aimerais en discuter avec vous, sans doute dans un second temps. Est-ce que en fait, je me dis, le trauma, on n'a pas les mots, on n'a pas le corps. Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus de corps qu'on n'a plus les mots? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus, plus les mots qu'on n'a plus le corps? En tout cas, là, comment on a réussi à réactiver ce corps, le remettre en vie, réactiver la pensée créative. Et du coup, l'élan créatif, c'est quand même la pulsion de vie. Et c'est cette idée du sang qui coule dans nos veines. S'il s'arrête, on est mort. Et s'il bat, c'est qu'on est en vie. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir comment chez Monsieur K, on peut observer un corps passif euh, qui tend finalement vers un corps qui se remet en mouvement et il le dit très bien à quel point ça a pu lui redonner le goût à la vie. En tout cas, il le dit dans cet instant. Mais oui, je trouvais ça intéressant et je trouve que ça vient aussi je voulais faire un lien avec le fait qu'on se réunisse aujourd'hui, comment en se mettant en mouvement, en se mettant à la rencontre les uns des autres, parfois il y a des gens qui viennent aussi de différents endroits de la France, comment en se mettant en mouvement, en mettant notre pensée en mouvement, on peut sortir aussi d'un isolement, d'une position parfois un peu dépressive, et du coup de retrouver un petit peu du sens et du désir dans notre pratique, et comment je pense que ces rencontres rendent notre métier vivant. Donc voilà, je vous remercie. Peut-être, j'ai eu accompagné une équipe en CADA. Et moi, ce qui manque peut-être, je ne sais pas si tu y as pensé et tu ne nous l'as pas dit, c'est la question de la pause du corps, mais surtout pour eux, leur vie est en pause. Cette attente des papiers de l'OFTRA, ils ont 1 an ou 2 ans, il ne se passe rien. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et c'est ce stress de l'attente aussi qui, pour moi, met en pause tout ça. Et on voit quand ils ont leurs papiers, quand on les prend en charge, le changement d'attitude, où là, on a des sujets qui émergent, qui peuvent s'opposer. Avant, ils sont super gentils, en fait. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a cette pause. Alors, est-ce que ça a à entendre aussi pause musicale? Voilà. Je ne sais pas si, je sais pas s'il y a un temps où ils sont très gentils et un temps où ils sont dans l'opposition. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer par rapport à ce que tu dis, effectivement, j'en parle pas dans cette présentation parce que il y avait plein d'individus et il y avait plein d'observations. Chez un monsieur, ce que j'avais pu observer, c'était cette espèce de flottement. J'étais épatée. Moi, j'arrive avec des préjugés sur le fait que, en termes de rythme, ils allaient me mettre à l'amende, quoi. Alors qu'en fait, je suis arrivée, plus dans le contexte du Covid, ça peut-être, parce que je travaille toujours là-bas et je n'observe pas les mêmes choses en ce moment. Donc, il y a un monsieur notamment qui était complètement en flottement. Ça m'évoquait la question aussi du rapport spatio-temporel, parce que le rythme, c'est ça, c'est un rapport au temps et au corps, et comment en étant à la fois déraciné, à la fois en étant sur pause, comme tu le dis si bien, il y a une espèce de rapport au temps qui est complètement perturbé et qui semble un petit peu s'exprimer dans le corps. Et ce fameux monsieur, un jour, je ne l'ai pas reconnu en séance, et en fait, j'ai appris qu'il venait d'avoir effectivement son statut de réfugié. Et ben, typiquement, il s'était saisi du djembé, il était ancré. Et c'était aussi que là, il y a une piste de recherche aussi, effectivement, dans ce rapport au temps. Ce n'est pas forcément ce que j'ai observé avec Monsieur K, mais effectivement, c'est assez flagrant. Oui, effectivement, ça me fait penser, moi, à la question de l'errance.
C'est des personnes qui sont déracinées, comme vous venez de le dire, qui partent d'un pays et qui arrivent dans une zone, une espèce de zone hors temps, hors lieu, hors temps, et ils n'habitent plus nulle part, en fait. Tant qu'ils n'ont pas trouvé un statut, un nouveau statut, ils sont enfin, pour le cas de ce monsieur, ni du Tchad, ni de France. Ils n'ont pas d'habitat au sens psychique du terme. Et je me disais peut-être que cette histoire de corps que vous décrivez un peu, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de ne pas habiter son corps aussi, peut-être. Je pense qu'il n'est pas ni du Tchad ni de la France, il est toujours du Tchad. Il n'y est plus. Et tout comme il n'habite pas nulle part, il a un logement quand même en France. Le CADA, il met en place des logements, donc il y a quand même un habitat. Mais j'entends la question plutôt du côté du psychisme. Oui, mais c'est une question ouverte et intéressante. Bonjour Manon. Bonjour. J'ai pas très bien compris dans quel dispositif s'inscrit le cadre de ton intervention. Je m'explique. Comment Monsieur K et les autres personnes que tu accueilles, comment tu en arrives à les rencontrer? Je pense aussi à la question de leur demande, si c'est la question de la demande, leur demande, la demande du CADA. Je connais très peu en fait ce type de structure. Ton travail peut être aussi pluridisciplinaire, enfin, le retour de ton travail auprès de qui, voilà. C'est pas un lieu de soins, le CADA, donc moi je suis partie du postulat que j'allais pas faire de transmission. Par contre, j'allais quand même travailler en équipe dans le sens où, par exemple, donc le cadre, c'est que c'est un groupe semi-ouvert pour lequel les personnes sont invitées à venir, en sachant que auprès des demandeurs d'asile, il y a aussi cette question de poser un rendez-vous, d'être attendu quelque part, dans la question aussi du rapport au temps, et que ça, rien que ça peut être un défi. Et donc, l'équipe était partie prenante du côté de rappeler les personnes qui avaient dit qu'elles étaient intéressées pour vraiment venir quand même les soutenir là-dedans. Je pense que sans ça, d'ailleurs, c'est en tout cas, première expérience, ils étaient 4 en séance. Aujourd'hui, j'ai des groupes plutôt de 8. Je ne sais pas si c'est le contexte du Covid ou si c'est le contexte de l'institution aussi qui s'est bien saisi de ces espaces-là. Mais je sens qu'il il y a un portage qui est important pour que les personnes aussi elles se sentent désirées à cet endroit-là, qu'elles se sentent attendues à cet endroit-là. Donc, du coup, c'est ça, elles s'inscrivent volontairement. Tout en précisant que oui, c'est ça, ça ne va rien changer à leur dossier, surtout, c'est pas une petite case intégration à cocher dans leur dossier et que c'est vraiment à partir de leur demande et de leur, en tout cas, de leur envie quand même, quoi. Est-ce que ça t'est clair? Oui, je te remercie. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation à la réflexion sur les questions du corps, du présymbolique, etc. En fait, moi, du coup, ça me questionne sur la dialectique entre le corps réel et le corps vécu. J'ai l'impression comme ça intuitivement que ce sont des gens, de par leur parcours souvent traumatique et d'errance, qui vivent un peu en dehors de leur corps, en tout cas de leur place justement qui doit bouger. Donc ça invite le psychisme à sortir du corps tel qu'il est, enfin à le désinvestir, à le désinvestir tout simplement. Et je trouve vraiment intéressant comment votre cadre semble inviter le psychisme de chaque personne à être attentif à une forme de vitalité un peu poreuse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, vous parliez du sang, du rythme du cœur, etc., qui, pour moi, vient remettre du corps réel qui, lui, reste vivant, alors que le corps vécu ne l'est peut-être plus. Et donc là, dans le pré-symbolique, justement, il y a quelque chose qui reste vivant et qui reste en mouvement, là où le psychisme s'est arrêté. Donc le corps en lui-même reste vivant, alors que voilà. Et je pense aussi au corps du groupe, où on a parlé hier, comment le groupe fait corps. Et là, du coup, il y a vraiment je sais pas, j'imagine une forme de contagion de vitalité comme ça, où de par votre cadre, où il y a une mise en mouvement des corps, où il y a aussi de la projection par rapport aux cartes, tout ça. Comment
Ouais, il y a une vitalité qui se fait pour la personne, enfin pour ce monsieur K, et dont il peut se saisir en fait, dont il peut faire le choix de se saisir ou non. Et c'est là que je trouve ça vraiment. C'est ça, comment le groupe il est venu aussi porter effectivement porter la pensée de chacun, venir un peu soutenir. Et je trouve que ça se voit aussi dans la clinique du tout petit, comment, par exemple, en pouponnière, dont on parlait hier, souvent, il y a une demande du langage. L'enfant ne parle pas, mais en fait, des fois, l'enfant n'a même pas conscience de son corps et des fois, il faut avoir un corps pour être un corps pensant. Et du coup, c'est ce qu'on peut retrouver, je trouve, effectivement, dans le fait aussi d'être déraciné. Chez les tout petits en pouponnière, il y a un déracinement aussi. Peut-être qu'il y a des parallèles à faire là-dessus. Je sais pas. Merci pour votre réflexion. Question en visio. Donc, merci pour votre intervention très intéressante. Pouvez-vous préciser le dispositif que vous mettez en place en début de séance dans la mise en mouvement du corps, s'il vous plaît? Et pour quelle raison mettre en place un déroulement identique à chaque séance, en plus des rituels et répétitions des mêmes dispositifs, si j'ai bien compris? La ritualisation des séances, c'est vrai que quand on est en groupe, moi je trouve que c'est... On parlait tout à l'heure la question du cadre pour pouvoir être aussi libre à l'intérieur. Et quand on est en groupe, il faut d'autant plus aménager aussi des cadres pour que à l'intérieur de ces micro-segments de séance, il puisse se passer des choses. Je te regarde comme si c'était ta question, Brice, mais pas ta question. Et bonjour. Donc, oui, non. Pourquoi? Moi, je ne me suis pas demandé pourquoi changer la ritualisation des séances. C'est surtout pourquoi je l'aurais changé, puisque je trouve que c'est aussi à partir de ce cadre-là qu'on peut observer les changements. Et puis, donc, la synchronisation, je suis partie un petit peu des propositions que nous avait fait Catherine Lehous au cours de la formation à Nantes. C'est-à-dire, donc, comment, à partir du choix d'un participant de partager une musique, je puisse lui demander de proposer un geste et comment le groupe va s'emparer de ce geste. Ça provoquait des rires, ça provoquait de la relation. Il y avait de la gêne, mais en même temps, il y avait du lâcher-prise. Souvent, je pouvais entendre « Ah, c'est du sport !» Et du coup, il y avait quelque chose un petit peu, justement, de l'idée de ramener au corps et pas forcément ramener à la tête. Et donc, cette synchronisation... oui, c'est ça, elle amenait du lâcher-prise, elle amenait de la relation, elle amenait de la surprise, elle amenait de la joie. Et c'est sans doute aussi parce qu'il y avait ce lâcher-prise, etc., qu'après, on pouvait rentrer dans la question de la communication. Et parce qu'il y avait eu cette rencontre corporelle que aussi, je pense, la parole était un petit peu plus libre de se développer, quoi. Ça en prendra moins d'une. C'était juste pour savoir si tu vous laissiez toutes les cartes du Dixit à dispo ou si elles étaient sélectionnées. Elles étaient toutes à disposition sur une, sur une grande table comme ça le long. Et il y a beaucoup, là, je n'ai pas présenté, mais j'avais recensé en fait toutes les cartes qui ressortaient. Il y avait souvent les mêmes cartes qui ressortaient, même avec des nouveaux venus qui n'étaient pas au courant. Par exemple, c'était souvent la carte du cœur dans un trésor, la carte de la clé, la carte des yeux bandés et des chaînes. Enfin, il y aurait un travail intéressant à faire peut-être plus du côté de l'art-thérapie, du dessin. Mais ouais, il y avait toutes les cartes à disposition. Choisir une carte. Ouais, c'est ça. Choisir une carte et puis après, on pouvait juste présenter la carte sans rien en dire ou on pouvait en dire quelque chose. Voilà. Merci Manon. Alors, c'est juste pour enchaîner sur la réflexion avec tout ce qui se dit à propos des ritualisations, du cadre, le fait de refaire les mêmes choses. Je me dis avec tout ce qui est en lien avec une immigration, où on est quand même dans un mouvement permanent, même si là, les demandeurs d'asile, ils sont quand même dans l'attente.
C'est justement là où je trouve que la régularité des séances et le cadre qui revient et les rituels ramènent à une forme d'ancrage, en fait. Et que c'est là, là, on est stable. Là, on peut se permettre de se remettre debout, justement, et de retravailler cette posture voilà, qui est essentielle pour le mouvement, en fait. Et sur la question qui a été posée par Mathieu, sur dans quel contexte, etc., avec mes observations et mon expérience, je me dis que aujourd'hui, on est confronté quand même face à l'immigration. On est quand même confronté au fait que on a envie d'apporter du soin et d'accompagnement, et que peut-être tous les soins, toute forme de soins et d'accompagnement ne peut pas forcément aller à la rencontre. Et je pense que la musicothérapie permet la rencontre, justement. Là où on n'a pas la langue pour parler, on parlait des codes ce matin, on n'a pas les mêmes codes, ni culturels, ni au niveau du langage. On vient d'histoires complètement différentes, mais on se retrouve tous là. Et je me dis que la musicothérapie, c'est là où on arrive réellement à les rencontrer. Et quand on travaille dans les CADA UDA, on voit que la difficulté des psychologues, justement, dans l'accompagnement, c'est que c'est des accompagnements qui restent limités, verbalement limités, dans la régularité limitée, dans le sens limité, parce que toutes les cultures ne donnent pas le même sens pour la thérapie et l'accompagnement. Et ben, la musicothérapie, avec la musique, là, ça permet justement cette rencontre avec l'autre. Merci pour ce bon résumé, Lara. Babago.